Hermann von Helmholtz fut un physicien allemand né en 1821 et décédé en 1894. Il a travaillé dans de nombreux domaines d'études, notamment en électricité, en électromagnétisme, mais aussi en physiologie, etc., etc. En 1853, il a découvert un principe d'équivalence et de simplification de circuits électriques linéaires, dans lequel on remplace n'importe quel circuit électrique linéaire par un générateur de tension équivalent. En 1883, Léon Charles Thévenin, ingénieur télégraphiste français né en 1857 et décédé en 1926, redécouvre le principe d'équivalence et de simplification précédemment découvert par Helmholtz. Il publie ses résultats indépendamment et la postérité voudra qu'on retiendra plus le nom de Thévenin pour le théorème en question que celui de Helmholtz. Helmholtz étant particulièrement connu dans les autres domaines dans lesquels il a étudié et a donné son nom à d'autres théorèmes. On a sans doute retenu le nom de Thévenin pour le théorème de Thévenin car il n'est connu que pour ça. On entend parler parfois du théorème de Helmholtz-Thévenin, mais c'est beaucoup plus rare. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous ne parlerons que du théorème de Thévenin. Le théorème de Thévenin consiste à déterminer un modèle équivalent appliqué au circuit linéaire. On peut avoir n'importe quel circuit linéaire, aussi complexe que l'on veut, qui alimente ce qu'on appelle une charge. Alors, ça peut être n'importe quel autre circuit, ou n'importe quelle sortie, ça peut être un moteur, ça peut être un haut-parleur, ça peut être ce que vous voulez. Nous, on va le modéliser par une résistance, par une boîte qu'on va appeler charge. Ce circuit peut être rendu équivalent ou remplacé par un générateur de tension qu'on appelle le modèle équivalent de Thévenin, c'est-à-dire un générateur de tension parfait accompagné de sa résistance. Alors ici, j'ai dessiné un générateur de tension général parce que ce principe peut aussi être appliqué au circuit linéaire en régime sinusoïdal, comme on le verra par la suite. Ce générateur équivalent est composé d'une tension ETH, qu'on appelle force électromotrice ou tension équivalente de Thévenin, et d'une résistance RTH, appelée résistance équivalente de Thévenin. Et en électricité, on considère que deux circuits sont équivalents et donc font la même chose si et seulement si ils génèrent la même tension, UAB ici, et le même courant, grand I. Ainsi, après cette simplification, on pourra remplacer le circuit linéaire compliqué par son équivalent déterminé avec le théorème de Thévenin. On applique généralement ce théorème pour simplifier la résolution de circuits compliqués. Ça ne sert peut-être à rien, ou ce serait plus long de sortir cette artillerie lourde dans des cas de circuits simples. La détermination du modèle équivalent de Thévenin se fait donc en deux étapes. La première étape, nous allons déterminer ETH, et la deuxième étape, nous allons déterminer RTH. Dans toute la présentation du théorème, il faut garder en tête que les deux circuits font la même chose. On peut remplacer l'un par l'autre, les deux vont générer systématiquement la même tension entre les points A et B, et le même courant de sortie. La détermination de la tension équivalente de Thévenin ETH se fait avec le circuit à vide. Si on met le circuit à vide, ça veut dire qu'on enlève la charge. Dans ce cas-là, on va noter la tension à vide UAB 0, et on peut appliquer sur le modèle équivalent de Thévenin la loi des mailles. Donc ETH égale RTHI tel que je l'ai fléché sur la résistance RTH, plus UAB 0. Or, à vide, le courant ne peut pas circuler, donc I égale 0. Dans ce cas-là, ETH égale UAB 0 sur le modèle équivalent de Thévenin. Je vous rappelle encore une fois que ces deux circuits font exactement la même chose, ce qui veut dire que le UAB 0 à gauche est exactement égal au UAB 0 à droite. Donc pour déterminer ETH, il suffit de déterminer UAB 0 sur le circuit linéaire d'origine avec les lois de l'électricité que vous connaissez, et cette expression de UAB 0 va nous donner la source de tension équivalente du modèle équivalent de Thévenin. La deuxième étape consiste à déterminer l'expression ou la valeur de RTH. Il y a deux méthodes pour ça. La méthode générale qui marche dans tous les cas, c'est-à-dire un circuit linéaire avec des sources indépendantes ou un circuit linéaire comprenant aussi des sources liées. Je vous ramène à la vidéo sur le théorème de superposition pour savoir ce que c'est qu'une source indépendante et une source liée. Dans ce cas-là, on va mettre le circuit en court-circuit. On va remplacer la sortie par un fil. Dans ce court-circuit, nous allons faire circuler un courant qui va s'appeler ICC. Sur le modèle équivalent de Thévenin, on peut appliquer la loi d'Ohm directement, puisqu'il n'y a plus qu'une seule tension dans ce schéma-là, ETH, qui va se retrouver aux bornes de RTH. ETH égale RTH ICC. On a donc un lien entre ETH, RTH et ICC. Sur le circuit linéaire, il nous suffit de déterminer ICC et d'appliquer la relation RTH égale ETH sur ICC. Donc cette méthode fonctionne dans tous les cas. La deuxième méthode est une méthode simplifiée qui ne fonctionne que si le circuit linéaire d'origine ne contient que des sources indépendantes.
Dans ce cas-là, il faut mettre le circuit à vide et passiver toutes les sources. Si on applique ce même principe sur le modèle équivalent de Thevenin, on se rend compte qu'il ne reste plus que RTH. Les deux circuits faisant la même chose, il suffit de déterminer la résistance équivalente dans le circuit d'origine et on obtient l'expression de RTH. La détermination de cette résistance équivalente se fait vue de la sortie, c'est-à-dire qu'on considère que la sortie est l'entrée locale et l'entrée pour cette détermination. Afin de ne pas se tromper et de bien mettre en évidence les mises en série et les mises en parallèle dans le circuit d'origine, et on verra dans l'exemple qu'il peut y avoir des pièges, je vous conseille de penser comme si vous branchiez un ohmmètre en sortie. C'est-à-dire que vous venez prendre un appareil qui mesure les résistances, vous le branchez entre les deux points de la sortie, et vous considérez que cet ohmmètre injecte un courant dans le circuit. Ce qui va vous permettre de réfléchir à savoir où sont les mises en série et où sont les mises en parallèle surtout. Je vais vous présenter un exemple simple mais complet pour illustrer le théorème de Thevenin. Le circuit proposé pour l'exemple contient deux sources de tension continue indépendantes et trois résistances. On va considérer que R3 est la charge de notre circuit. Première étape, on va déterminer UAB0 sur le circuit à vide, ce qui va nous donner ETH. Le circuit comporte deux alimentations, je vous propose pour cet exemple d'utiliser le théorème de superposition. Nous allons passiver la tension UE2, et nous allons déterminer la première partie du théorème de superposition, donc une tension que j'ai appelée UAB01 parce qu'on a conservé UE1. On se rend compte qu'on a deux résistances en série parcourues par un courant I et une seule alimentation. On peut appliquer le théorème du pont diviseur de tension. UAB01 est aux bornes de R2, donc le pont diviseur de tension nous donne R2 sur R1 plus R2 multiplié par UE1. On va faire la même chose en ne considérant que la tension UE2. On détermine UAB02, c'est-à-dire la deuxième partie du théorème de superposition. Et on voit que le schéma est tout à fait équivalent, mais cette fois-ci, UAB02 est aux bornes de R1. Le courant qui sort du générateur UE2 se retrouve dans le bon sens par rapport à UAB02, donc on va avoir UAB02 égale R1 sur R1 plus R2 fois UE2. Et ensuite, on applique le théorème de superposition par addition des deux quantités, donc UAB0 égale R2UE1 plus R1UE2 sur R1 plus R2. Cette résolution, telle qu'elle est affichée à l'écran, on l'a déjà faite dans la vidéo concernant le pont diviseur de tension. C'était le troisième exemple du premier exercice. Si vous regardez cet exemple dans cette vidéo, vous vous rendrez compte que c'est le même circuit qu'on a actuellement, mais dessiné sous une autre forme. Et on retrouve la même quantité. Deuxième partie de la résolution du théorème de Thevenin, nous allons déterminer RTH. Sur le circuit, nous n'avons que des alimentations indépendantes. Nous allons donc utiliser la méthode simplifiée, c'est-à-dire que nous allons laisser le circuit à vide, nous allons passiver les deux alimentations, et nous allons déterminer la résistance équivalente. On obtient ce schéma. Si on va trop vite, on va se dire R1 et R2 sont parcourus par le même courant, si on dessine un courant, et puis elles sont en série. Ceux qui ont pensé ça lorsqu'ils ont vu ce schéma, merci de me faire 10 pompes. Maintenant que vous avez fait vos 10 pompes, appliquons le principe que j'ai préconisé. On va dessiner un ohmmètre qui va injecter un courant par le point A. Dans ce cas-là, le courant injecté par l'ohmmètre va se diviser en deux courants, un courant dans R1 et un courant dans R2. Et on voit dans ce cas-là que R1 et R2 ne sont pas du tout en série, c'est pas le même courant qui traverse les deux résistances. R1 et R2 sont en parallèle. De même, si on dessine une tension UAB, eh bien on va voir que cette tension est commune à R1 et à R2. C'est la définition de deux résistances en parallèle. Dans ce cas-là, RTH égale R1 parallèle à R2 égale R1R2 sur R1 plus R2. Je vais vous prouver que c'est bien ça, que c'est pas autre chose, en vous montrant la résolution avec la méthode générale et avec le courant de court-circuit. Il faut mettre le circuit en court-circuit, donc on va remettre les alimentations et dessiner un court-circuit entre les points A et B. Le générateur UE1 génère un courant I1 et le générateur UE2 génère un courant I2. Et avec la loi des nœuds, on peut écrire ICC égale I1 plus I2. On n'a pas besoin du théorème de superposition ici. Avec cette loi des nœuds, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'on se rend compte que UE1 est aux bornes de R1, donc on applique directement la loi d'Ohm. Même chose pour UE2 aux bornes de R2. Nous allons donc avoir ICC égale UE1 sur R1 plus UE2 sur R2. Si on met sur le même dénominateur R1 R2, on va se retrouver avec R2 UE1 plus R1 UE2 sur R1 R2.
Pour déterminer RTH avec cette méthode, il faut faire ETH sur ICC. J'ai réécrit les deux formules en entier en reprenant la formule de ETH à gauche et la formule de ICC qu'on vient de déterminer. On simplifie directement les deux numérateurs de chaque partie, on voit qu'ils sont égaux, et si on inverse la formule, on se retrouve avec R1, R2 sur R1 plus R2, et on retrouve le résultat qu'on a déterminé avec les méthodes simplifiées, qui dans ce cas-là est quand même pratique et nous demande très peu de lignes de calcul. En revanche, il ne faut pas se tromper sur les mises en série et les mises en parallèle. Une constatation, on remarque que le dénominateur de ETH et de RTH est le même, R1 plus R2. J'avais fait la même constatation sur le théorème de superposition. C'est quelque chose à vérifier systématiquement dans ce genre de résolution, que le dénominateur soit les mêmes. Si les dénominateurs ne sont pas les mêmes, il faut revérifier ces calculs, c'est peut-être un signe qu'il y a une erreur. Une fois qu'on a fait notre théorème de Thevenin et qu'on a obtenu le modèle équivalent, on peut dessiner ce modèle équivalent, on a ETH, RTH et on rebranche R3 en sortie. Dans un cas aussi simple où on n'a qu'une résistance en sortie, on peut déterminer UAB avec un pont diviseur de tension. On va donc avoir R3 sur R3 plus RTH multiplié par ETH. Si la charge en sortie symbolise en fait quelque chose qui est beaucoup plus dense ou un autre circuit, on appliquera ETH et RTH, donc on aura quand même simplifié une grande partie de l'étude. Je vous propose un exercice où vous allez appliquer par vous-même le théorème de Thevenin. Je vous propose ce schéma sur lequel on va considérer que la charge est R5. Je vous rappelle, pour ETH, il faut mettre le circuit à vide. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réfléchir au schéma. Bon courage! ETH, circuit à vide comme je le disais, et à chaque fois on redessine, c'est très important. Une seule alimentation, et on va flécher les courants et les tensions pour savoir quelle simplification on a fait en mettant ce circuit à vide. Déjà, I4 dans la résistance R4 égale à 0, il ne peut pas circuler. Ce qui fait qu'aux bornes de R4, U4 égale R4I4 égale donc 0 volts. Deuxième constatation, si on fait la loi des nœuds, I1 égale I2 plus I4 égale donc I2 puisque I4 égale à 0. Ce qui fait qu'il y a le même courant qui circule dans R1, R2 et R3. Et ça, c'est la définition de résistance en série. On pourra donc appliquer le pont diviseur de tension. Et puis enfin, si on fait la loi des mailles en sortie, on va avoir U2 égale U4 plus UAB0. Sauf que U4 égale 0, on vient de le dire, donc U2 égale UAB0. Donc pour déterminer ETH, il faut déterminer UAB0, et ici, il faut déterminer U2 avec le pont diviseur de tension. Et ça s'écrit en une ligne, la résistance considérée R2 divisée par la somme des résistances de la branche en série, R1 plus R2 plus R3, multiplié par la tension d'alimentation de cette branche en série, UE. Et on encadre cette formule parce que c'est déjà la réponse. La résistance RTH peut être déterminée avec les méthodes simplifiées, tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule alimentation et que cette alimentation est indépendante. On laisse le circuit à vide, on passive l'alimentation, et on va faire la résistance équivalente vue de la sortie, entre les points A et B. Alors ici, c'est assez simple, on peut constater très simplement déjà que R1 et R3 sont en série, là il n'y a aucun doute possible là-dessus. S'il y a un courant qui rentre dans R1, ça va être le même dans R3, il n'y a pas de dérivation, il n'y a pas de point. Ensuite, visuellement, on voit que R1 plus R3 est en parallèle de R2. Là, il n'y a aussi aucun doute possible, ça doit vous sauter aux yeux. Donc on va faire une mise en parallèle, R1 plus R3 parallèle à R2. Et ensuite, s'il y a un courant qui circule dans R4, forcément, ça va être le même qui va circuler dans cette nouvelle mise en parallèle. Donc RTH, ça va être R1 plus R3 parallèle à R2, le tout plus R4. Si on détermine la mise en parallèle, on va avoir R1 plus R3 fois R2 divisé par R1 plus R3 plus R2, le tout plus R4. Comme dans l'exemple, on remarque que le dénominateur de RTH et de ETH est le même. On peut mettre R4 sur le même dénominateur, ça ne changera rien. C'est une indication pour nous dire qu'on est potentiellement sur la bonne voie et qu'on n'a apparemment pas fait d'erreur. C'est surtout si les dénominateurs sont différents qu'il faut vraiment se poser la question qu'on a peut-être une erreur de résolution. En définitive, le circuit complet peut être remplacé par son modèle équivalent de Thevenin comme dans l'exemple, et on pourra faire un pont diviseur pour déterminer UAB avec ces deux formules simplifiées. Voilà, cette vidéo sur le théorème de Thevenin est terminée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce théorème qui peut servir grandement à simplifier des circuits électriques compliqués. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du théorème de Norton, qui ressemble au théorème de Thevenin, mais qui permet de déterminer une alimentation en courant. Et nous parlerons d'équivalence de générateurs courant-tension. Portez-vous bien!